4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Oh mais que se passe-t-il? Un nouvel épisode sur TEW 2016 avec la All Elite Wrestling au mois d'octobre 2010. C'est le 75e numéro de notre série qui fêtera ses 3 ans le 1er avril prochain. Il s'en est passé des choses sur cette série qui redevient régulière ces dernières semaines après quelques mois de pause où j'ai eu besoin de prendre un petit peu de temps pour moi parce que c'est pas forcément toujours facile de dealer avec sa vie personnelle, sa vie professionnelle et surtout son rôle de créateur de contenu sur une plateforme comme YouTube. On s'était laissé lors de la dernière vidéo la semaine dernière sur un mois de septembre qui a vu les débuts d'AEW Collision avec des shows plutôt qualitatifs de notre Shoah mais qui, on le rappelle, beaucoup moins important en termes de prestige et bien évidemment de popularité que Dynamite. On avait fait un 78, on avait fait un 73, un 77 pour terminer sur un 74 et le main event qui avait vu la victoire de Bobby Roode face à James Storm, qui a donc conservé son championnat intercontinental, lui qui voulait impérativement reprendre du momentum et de la crédibilité après sa défaite face à Shinsuke Nakamura dans un éliminator match. Nous sommes donc au jour de Dynamite, premier du nom en ce mois d'octobre 2010. Forcément dans cette vidéo, le booking complet du 10e mois de l'année avec des incidents backstage, même si on est toujours à 100% au niveau des ratings. Incident impliquant Hiroko Suzuki. Hiroko Suzuki, c'est positif apparemment. Elle a plutôt amené une atmosphère fun dans les backstage puisqu'elle a amené elle aussi son chiot dans les locker rooms, ce qui forcément c'est tout mignon. Et les gens ont plutôt bien aimé le geste d'Hiroko Suzuki. Comme quoi au Japon, ils aiment les chiens pas seulement dans leur assiette. Je boucle le show de mon côté. On en parle juste après, ne bougez pas. Pratiquement 9700 pèlerins au Yakom Choice Union Center dans le Midwest, région où on est le plus populaire, et on démarre avec un gros segment pour ouvrir ce premier Dynamite du mois d'octobre 2010. 93, Randy Orton et Chris Benoit qui vont tailler le bout de gras dans un have a seat avec Paul Heyman. Paul Heyman nous annonce que Randy Orton fera face à Chris Benoit pour le championnat du monde, donc de la fédération de l'élite dans le main event. Un match quand même anticipé, mais on le sait, dans le catch, rien ne se passe toujours comme prévu, et donc Randy Orton, Chris Benoit sont face à face. On connaît l'histoire entre ces deux garçons. Chris Benoit est le premier à prendre le micro, et Chris Benoit va montrer du respect envers Randy Orton, parce que Randy Orton, il est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière, en battant Chris Benoit à SummerSlam 2004, devenant le plus jeune champion du monde de l'histoire de la WWE. Chris Benoit, il se souvient de ce match comme si c'était hier, c'était au Canada, chez lui, et il avait mordu la poussière face à Randy Orton qui l'avait battu clean, et donc forcément il s'attend à une énorme bataille, même si les choses ont changé depuis 6 ans maintenant. Randy Orton, lui, vous l'imaginez, il va pas du tout avoir du respect pour Chris Benoit, parce que Randy Orton, lui, quelque part, être dans la title picture, c'est quelque chose de normal, même s'il aurait aimé un adversaire peut-être un peu plus prestigieux que Chris Benoit face à lui, parce qu'il prend le titre des mains de quelqu'un qu'il a déjà battu à plat de couture 6 ans auparavant, alors qu'il manquait cruellement d'expérience. C'est pas vraiment pour l'intéresser. Et puis en plus, Chris Benoit, c'est pas un champion très dominateur. Il se vend comme étant
quelqu'un de très important comme étant un champion qui a très bien réussi. En fait, Randy Orton ne voit que de l'opportunisme dans le règne de Chris Benoit, dans ses conservations de titres. Il nous parle bien évidemment de ce qui s'est passé lors de Révolution un peu plus tôt dans l'année, où il y a eu un match à plusieurs, où il a fait le tomber grâce à des interventions, qu'il a réussi à tirer le meilleur de ses interventions pour conserver sa ceinture. Il nous parle aussi de ce qui s'est passé à Bash at the Beach quand Chris Benoit a conservé face à Steve Austin, qui s'est fait attaquer par Kevin Nash, revenu du Diable Vauvert. Bref, Randy Orton voit en Chris Benoit un champion chanceux et c'est certainement le meilleur opposant pour aller prendre le titre mondial parce que c'est une proie facile. Et vous imaginez bien que Chris Benoit, il prend pas du tout bien les propos de Randy Orton et ça va se finir front contre front. Randy Orton qui a très bien improvisé, Chris Benoit qui a fait un super travail pour aller en dehors du script et la storyline bien sûr avance et gagne de la hit. T'imagines avec ce segment de ouf et on aura bien évidemment le match la semaine prochaine dans le main event du show. Les Rotten Brothers face au Wolfpack, histoire de calmer un peu l'atmosphère, bon ça fait 78 quand même. Les champions vont bien sûr remporter ce match. Une bonne hit, du descent catch, le tombé de Mike Mizanin en 8 minutes 48 sur Ian Rotten après le Wizard of Oz. On essaie quand même de donner aussi des pins à l'ami Mike Mizanin. Performance de 56 de Ian Rotten, 39 d'Axel, 73 de Mike Mizanin, 87 de Travis Huel. Les Wolfpack là vraiment ils sont seuls au monde, ils sont au sommet de leur art et ils vont se faire un petit peu interrompre à l'issue de ce match. Merci monsieur Ted DiBiase Senior qui m'a rapporté quelque chose que je n'ai absolument pas lu. J'espère qu'il n'y a pas une blessure. Voilà, on prendra en compte tout ça à l'issue de ce show. Kip et Becky James qui vont venir confronter Travis Huel et Mike Mizanin, accompagné bien sûr de Becky Belles, et ils vont s'autoproclamer challenger numéro 1. Ils ont battu les Briscoes, qui on le rappelle s'étaient pris le tombé lors de leur triple threat qu'ils avaient opposé bien évidemment au Wolfpack. Ils veulent leur opportunité, ils sont désormais l'équipe la plus légitime. Et Travis Huel, Mike Mizanin, ils y voient absolument pas d'objection. Ça se termine avec les titres qui sont brandis en l'air et bien évidemment le Ice Twice pour essayer d'hyper un peu la confrontation. Tout le monde a été plutôt bon, Travis Huel a été bon, Mike Mizanin apparemment pas franchement, Becky Belles qui a son rôle de pot de fleurs, elle ça lui convient bien et elle fait du bon taf. Par contre je suis assez surpris de voir Kip James galérer pour aller en dehors du script. Katsushika Okada qui fait son match de retour si je ne dis pas de bêtises après sa défaite du côté de Bash at the Beach et la perte de ses deux titres d'ailleurs sur le troisième et avant-dernier pay-per-view de notre année. Il catch face à Boboli et dans ce match avec une bonne hit du descent catch, Katsushika Okada va bien sûr battre Boboli en 9 minutes 19 après bien évidemment le tombé, cette Lyrat, il fait un 84, notre ami Katsushika Okada qui a paru excellent dans ce match, tu m'étonnes. À l'issue de cette rencontre, Hiroko Suzuki, qui est accompagné de Katsushika Okada, va parler pour son client et Hiroko Suzuki nous annonce qu'elle a vu avec Paul Heyman et que la semaine prochaine, Katsushika Okada aura son rematch face à Claudio Castagnoli qui, cette fois-ci, ne pourra pas se défiler. Tout le monde improvise très bien durant ce segment, la storyline avance, tout va bien dans le meilleur des mondes. Nighty Neidhart qui fait équipe avec April Hunter pour affronter Lisa Marie Varon. On rappelle Lisa Marie Varon et April Hunter, elles veulent la même chose, c'est-à-dire affronter Jetta pour le titre mondial. Et Lisa Marie Varon va être accompagnée de sa grande copine à la All Elite Wrestling, Madame Lacey, qu'on avait pu utiliser depuis un petit moment. On l'a ressorti du placard comme Nighty Neidhart. Et écoute, ça fait un 62, match que j'ai mis en storytelling. Les performances sont honnêtes, un 47 d'April Hunter, même si je m'attendais un petit peu à mieux. 56 de Nighty Neidhart qui fait la meilleure note, 54 de Lisa Marie Varon et 50 de Lacey. Match décent sur le papier qui va être remporté par les gentils. April Hunter qui va défaire en 11 minutes 16 Lacey via le Head Hunter. Tout va bien dans le meilleur des mondes là aussi, 62, on prend du momentum du côté d'April Hunter et puis on aura toutes les raisons d'en avoir gros sur la patate du côté de Lisa Marie Varon. Colt Cabana, avant le main event, qui va affronter et battre Chris Kanyon avec le Colt 45. Oui, après 9 minutes 10 de combat, tout va plutôt bien dans ce match. On a une très bonne chemistry entre Chris Kanyon et Colt Cabana, performance de 73 d'ailleurs de Colt Cabana, qu'on essaie un petit peu de remettre un petit peu en avant avec un momentum positif. Vous allez voir, ça prendra du sens prochainement.
Et enfin le main event, Ramy CBI face à Shelton Benjamin. On le rappelle, c'était pour enterrer l'âge de guerre. Le 2 out 3 falls match. Ramy CBI peut-il battre Shelton Benjamin sans intervention aucune? Shelton Benjamin peut-il triompher de Ramy CBI sans intervention extérieure? Match superbe sur le papier. Voilà, tout va plutôt bien dans ce combat. 18 minutes 21. C'est la longueur de ce match. Et ça va être remporté par Shelton Benjamin qui va battre Ramy CBI 2 pinfalls à 1 après avoir perdu le premier. Shelton Benjamin, il a fait une remontada. Ramy CBI regarde ses pompes à la fin du match. 82 de performance in ring de Shelton Benjamin, 65 de Ramy CBI. Il n'y a pas eu d'intervention durant ce combat et le tombé final a été fait après un Dragon Whip de Shelton Benjamin sur Ramy CBI. La storyline avance, gagne de la hit, mais s'arrête ici. Ramy CBI vient de perdre face à Shelton Benjamin. Et on fait un gros 82 de rating avec une popularité qui s'améliore dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de monsieur Cher Cropper, catcheur américain qui a débuté sa carrière professionnelle en 2004 après s'être entraîné avec Mike Quickenbush et Chris Hero. Chris Hero qui est bien sûr dans notre fédération. Alors, au niveau des nouvelles, est-ce qu'il n'y a pas eu une blessure? Non, tout va bien, il n'y a pas eu de blessure. Je pense que le message de Ted DiBiase Senior que j'ai un peu zappé, ça devait être pour nous dire faites des matchs moins longs avec Axel Rotten et Ian Rotten, parce que PPR ils vieillissent. 4.88 de TV rating, ça c'est plutôt pas mal. La signature de contrat, je vais pas vous la montrer parce que c'est pas une surprise de ouf, mais je vais essayer quand même de la garder secrète malgré tout, parce que c'est un début qui peut être intéressant. Et on a fait 4.88, donc 3 664 000 viewers via Sky Sport New Zealand et via la WB, ce qui est quand même plutôt intéressant si on compare à celui de la semaine dernière. Et bien écoutez, il y a une petite progression. En même temps, on a fait 3 points de mieux que le show de la semaine passée. Allez, on est parti pour le premier collision de ce mois d'octobre 2010. Un peu plus de 10 000 personnes au Yacom Choice Union Center. On était déjà dans cette arena 2 jours auparavant pour Dynamite et on démarre avec un rating un peu moins qualitatif que notre segment d'ouverture de notre show principal, parce que 71, et oui, la note fait un peu mal, comparé au 93 avec le Have a Seat, avec Paul Heyman, Randy Orton, Chris Benoit contre Aïe Boulgra. Là, c'est un peu plus soft, on commence un peu plus doucement. Rena Mero qui est dans le ring et qui accueille James Storm qui va nous parler de sa défaite face à Bobby Roode, le fait qu'il n'était pas loin d'aller chercher cette victoire et pourquoi pas le titre intercontinental, mais Bobby Roode, il a usé, et bien forcément, de son avantage en dehors du ring, qui était bien sûr Maryse, intervention dans le dos de l'arbitre, il en a profité, le tombé 1, 2, 3, James Storm il était pas loin, il s'est rassuré sur sa condition et surtout sur son niveau. Hiroko Suzuki, Shinsuke Nakamura vont venir interrompre le monologue de James Storm pour le féliciter de sa prestation. Hiroko Suzuki qui tient à féliciter James Storm pour son accomplissement, le fait d'avoir vraiment montré de très belles choses, et il a impressionné Shinsuke Nakamura, et Shinsuke Nakamura, et ben il se verra bien ce soir dans le main event, si James Storm est d'accord, l'affronter. Et James Storm, Shinsuke Nakamura, ils serrent la main et ils conviennent ce soir d'un affrontement tous les deux dans le main event, dans une compétition one-on-one. Rena Mero, très bien pour aller du script. Hiroko Suzuki également. En revanche, James Storm, c'est vrai qu'il est un petit peu encore irrégulier dans cet ordre-là et il n'a pas forcément fait la meilleure des performances. Mais c'est pas grave. Samoa Joe qui affronte Swerve Strickland. Swerve Strickland qui l'avait provoqué, vous vous en souvenez, à la fin de l'épisode précédent. Et Swerve Strickland, il va manger grave, parce que Samoa Joe, il va le défoncer. Clairement, c'est ça. 9 minutes 13 d'un combat où Samoa Joe va dominer. Swerve Strickland, il va s'accrocher. Mais au bout d'un petit moment, Samoa Joe va avoir raison de l'abnégation de Swerve Strickland qui va perdre après un Iceland Driver, performance de 81 de Samoa Joe qui a paru excellent durant ce match, une performance de 28 pour Swerve Strickland qui va petit à petit prendre de l'expérience et s'améliorer. À l'issue de ce match, Samoa Joe va prendre le micro et va interpeller Eddie Kingston en lui disant: mon petit pote, là, ta relation avec Randy Orton, elle me pose un petit problème, j'ai rien contre toi, j'assume complètement le fait d'avoir perdu face à toi, mais si tu as des intérêts communs avec Randy Orton, on risque d'avoir un problème, toi et moi. Et Eddie Kingston va se pointer, et Eddie Kingston rappelle à Samoa Joe qu'il n'y a rien de personnel dans leur affrontement, et surtout dans le fait que Randy Orton l'ait choisi et commandité pour lui mettre des bâtons dans les roues. Eddie Kingston, c'est un peu un mercenaire, il vient du Bronx, il a toujours manqué d'argent quand il était jeune, et aujourd'hui, depuis qu'il est rentré dans le business du catch, et encore plus à la All Elite Wrestling qui brasse quand même de l'argent, il a envie d'avoir des gros chèques, et c'est vrai qu'un petit peu
de monnaie d'échange en plus, un petit bifton à la fin du mois pour arrondir tout ça, et bah ça fait pas de mal, et Randy Orton est celui qui lui donne un petit bonus, et donc bah, tant que Randy Orton lui donnera des petits bonus, Eddie Kingston, il s'occupera de Samoa Joe. Parce que forcément, il y a un gros échange de regards, et aucun des deux ne va baisser les yeux. Hein. Très intense, et on sent que c'est pas terminé entre les deux. 78 de rating, les gens sont concernés. Derrière, Michel McCool, on n'avait pas vu depuis un petit moment, qui a quand même donné naissance en février dernier à un petit garçon en pleine santé, va revenir dans le ring et va affronter Angel Williams. Match pauvre sur le papier, mais quand même, 6 minutes 32 d'un match qui fait 48 de rating. Michel McCool va gagner le match avec le Final Exam, performance de 47 d'ailleurs de l'ancienne championne TBS, qui va donc prendre du momentum à être présenté par Stephanie McMahon comme étant une nouvelle recrue à Collision pour permettre d'avoir une division compétitive. La présente comme étant une ancienne championne TBS, comme étant revenue de maternité, comme ayant une bonne shape et surtout de la motivation et en plus un momentum florissant avec cette victoire. Seulement Melina Perez, elle en a rien à foutre. Melina Perez, quand elle voit Michel McCool, elle voit une fille du passé. Elle voit une fille qui n'a plus de niveau, qui n'a plus non plus les mêmes aspirations. Ah, elle le dit clairement, parce que Michel McCool est encore concerné par le catch, par la performance, par le fait de créer des choses et pourquoi pas d'amener une division à un niveau important. Est-ce qu'elle n'est pas plus occupée par sa vie de famille, par son petit garçon qui vient de naître? Voilà, Emilia Perez invite gentiment Michel McCool à revenir à la maison et de s'occuper, de nettoyer la baraque, voilà, et de s'occuper de son foyer, plutôt que venir dans le ring, là où elle n'a plus sa place. Michel McCool n'a pas été très bonne pour aller en dehors du script, tout comme Melina Perez. Heureusement que Stephanie McMahon a sauvé les meubles dans ce segment qui fait quand même un rating global plutôt correct. Et enfin, le main event, Shinsuke Nakamura face à James Storm, ça fait 74, on parle pas non plus du match du siècle entre ces deux garçons, on va pas faire un énorme show. Bonne lutte malgré tout et bon catch, Shinsuke Nakamura va défaire James Storm en 13 minutes 39 de combat via pinfall, bien évidemment, et le Kinshasa, performance de 67 de Shinsuke Nakamura, de 69 de James Storm. Voilà, James Storm qui malgré sa défaite fait une performance in-ring plus intéressante que Nakamura. Derrière, on va se féliciter, on va se serrer la paluche, et va venir de nulle part Monsieur Bobby Roode, voilà, qui va attaquer Shinsuke Nakamura et James Storm, avec Maryse qui est là, qui astique les attributs, et Bobby Roode qui fait passer un message en disant le champion est là, le champion est l'homme le plus important, et celui qui a la ceinture est le meilleur, voilà, à bon entendeur. 84, énorme segment pour terminer le show, avec un Bobby Roode qui vraiment est mis en valeur, avec le pied sur la carcasse gisante de Shinsuke Nakamura, qui semble être son prochain challenger. Et puis Maryse qui danse, voilà, élastique popotin, tout va bien dans le meilleur des mondes. On fait un 75 de rating, ce qui est plutôt pas mal, on améliore notre popularité dans 6 régions, même si on en perd dans une. Ouais, c'est un peu le problème, avec ce Collision qui est encore en cours de progression, qui n'est pas encore bien installé dans le paysage. Il va falloir du temps pour stabiliser les notes, les ratings, bien sûr, alors qu'on a le beau profil de Buff Bagwell qu'on a eu à un moment donné dans la fédération. Je ne vais pas vous montrer la signature de contrat parce que là aussi, il peut y avoir des choses intéressantes, hein, voilà, même si ça sera peut-être plus sur le long terme. On a fait un super rating de 4.63 et Kevin Steen qui s'est blessé, il s'est fracturé la tête. Ok, tout va bien, c'est magnifique, le catch est dangereux. Le catch est dangereux. Alors, au niveau du show history, on a fait 3 479 000 viewers, ce qui est un petit peu moins bien que le show de la semaine dernière, même si on devrait normalement avoir les bénéfices de notre bon show la semaine prochaine. Au niveau du medical, Kevin Steen, c'est 15 jours. Ça va, ça roule. Kevin Steen, ça va aller, il va s'en remettre. Mais c'est vrai que ça aurait pu être pire. Emma City Hall Plaza dans le New England, 9874 pèlerins présents dans les gradins pour suivre en direct live le deuxième Dynamite du mois d'octobre 2010. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de démarrer le débrief du show, quelques petites informations parce que je voulais pas montrer à l'écran, histoire de pas faire trop durer la vidéo, puisqu'on le sait, il y a 8 shows à booker par épisode, donc forcément ce sont des vidéos qui mathématiquement vont être beaucoup plus longues que lorsqu'on avait que 4 shows à faire.
hier des informations concernant des renégociations de contrats. Rick Bassman, qui est l'un des couleurs commentateurs, je l'ai reprolongé et je lui ai proposé un contrat signé. J'ai également proposé des contrats à l'apparence à Nick et à Matt Jackson. Et puis il faut également savoir que Jay Briscoe, dans plus de 50 jours, va se barrer pour s'entraîner en vue d'un match de MMA. Il va repartir dans l'octogone, donc il va falloir compter sans les Briscoe en ce qui concerne la division par équipe dans les prochaines semaines et mois à venir. On démarre avec une promo préenregistrée de Randy Orton et de Chris Benoit. On reprend l'histoire, la rivalité qui les avait liés à la WWE. Randy Orton qui prend le titre mondial à ce moment-là à SummerSlam en 2004 à Toronto au Canada, dans le pays natal de Chris Benoit. On revient aussi sur ce qui s'est passé la semaine dernière, l'irrespect de Randy Orton. Bref, tout ça condensé dans un petit promo match de 4-5 minutes, ça fait 88. Les gens sont chauds et surtout sont concernés par la rivalité et surtout attendent de pied ferme le match qui va les opposer ce soir dans le main event. Claudio Castagnoli face à Katsushika Okada pour le championnat TNT. C'est un match anticipé, j'en avais parlé. Katsushika Okada allait donc avoir son rematch face à Claudio Castagnoli. Je suis assez agréablement surpris de la note de 76 parce que les deux, Claudio Castagnoli et Katsushika Okada, ne cliquent pas. D'ailleurs, ça se ressent dans leur performance. 63 de performance ring de Claudio Castagnoli, 67 de Katsushika Okada. Donc faire un 76, c'est plutôt pas mal, surtout quand on connaît le déroulé du match. Parce que certes, il y a eu une Fantastic 8, il y a eu du Descent Catch. Katsushika Okada a battu Claudio Castagnoli en 11 minutes 24, mais attention, quand Claudio Castagnoli s'est intentionnellement fait compter à l'extérieur. Donc victoire cheap, une victoire pas forcément très clean, très impactante, et puis pas mal de hits, et puis surtout une fin un peu cheap qui peut justifier une note un peu moyenne. Donc 76, c'est plutôt pas mal, mais j'avais besoin de faire conserver Claudio Castagnoli le championnat TNT de cette manière pour poursuivre la rivalité et essayer d'envenimer un petit peu les choses entre lui et Okada. Lisa Marie Varon qui a perdu la semaine dernière face à, on le rappelle, April Hunter et Nighty Neidhart. Et oui, Nighty Neidhart, elle épaulait l'ami April Hunter dans sa victoire la semaine dernière. Lisa Marie Varon, elle est folle faune, mais complet de s'être fait battre par Nighty Neidhart dans le match par équipe. Elle l'affronte et elle va la battre en 9 minutes 11 avec le Widow's Peak. Voilà, performance de 68, performance in-ring de 58 de Lisa Marie Varon et de 56 de Nighty Neidhart qui est en train de se rapprocher des 60. C'est vrai que j'ai jamais donné vraiment de rôle majeur à Nighty Neidhart, mais quand je vois les performances, je me dis que ça peut quand même être à travailler. À l'issue de sa victoire, Lisa Marie Varon va être interviewée par Rena Mero et Lisa Marie Varon explique qu'elle est la seule one contender, la seule et l'unique, la plus légitime au titre de Jetta, parce qu'April Hunter, elle est juste là pour provoquer Jetta, elle n'a rien véritablement prouvé. Lisa Marie Varon, elle a gagné un 4-way compétitif, elle a battu Nighty Neidhart qui est on fire dans le ring en ce moment. Lisa Marie Varon est la seule légitime à pouvoir affronter Jetta pour le titre mondial. Elle espère que ça va tomber, bien évidemment, dans l'oreille de Paul Heyman. De retour de coupure publicitaire, Rena Mero nous demande d'accueillir un homme qui fait son retour, Monsieur Roddy Piper. Roddy Piper, c'est vrai que on l'a plus vu depuis très longtemps, et depuis notamment l'attaque qu'il a subie des mains de Claudio Castagnoli et de Bobby Roode. C'était à la fin de l'année 2008, si je ne dis pas de bêtises. Passé beaucoup de temps depuis la dernière apparition de Roddy Piper, il a plus envie de revenir sur le passé, il a envie de l'oublier. Roddy Piper, il est revenu à la All Elite Wrestling parce qu'il veut dispenser de son savoir à qui veut bien finalement l'avoir. Parce que Roddy Piper, il est là pour donner un peu de lui et à celui qui se manifestera pour quelque part avoir de son expérience, être auprès de lui, prendre de la popularité, prendre de l'expérience, et sera le bienvenu. Roddy Piper, il se pose là comme en attendant des futurs clients. Roddy Piper, 69 de rating pour le retour de Roddy Piper qui a sa gimmick de loose cannon, et c'est malheureusement au full. Il va peut-être falloir la tweaker, même s'il fait encore du très bon job, notamment au micro. New Age Outlands et les Steiner Brothers qui font face au Wolfpack et aux Briscoes, parce que oui, les Briscoes, quand ils ont entendu New Age Outlands dire on est désormais challenger numéro 1, ils ont un peu pris les boules, parce que les Briscoes, ils sont quand même fait coûter la victoire lors de leur match one-on-one face au Wolfpack
par cette équipe de New Age Outland. Ils se sont fait battre en plus dans un 2-3 Falls match, de tomber à 0. Donc là, forcément, ça fait beaucoup de choses à encaisser. Et ils ont eu envie de mettre leurs mains face à New Age Outland, qui ont fait équipe avec les Steiner Brothers, qu'on voit très peu régulièrement. Bonoit descend catch sur le papier, 11 minutes 41 de combat, qui va avoir la victoire des Heels avec l'ami Kip James, qui va défaire Jay Briscoe. En plus, Jay Briscoe, le leader des Briscoes, via pinfall en utilisant des tactiques douteuses, histoire de mettre un peu de la hit sur New Age Outlands qui vont avoir une opportunité au titre par équipe face au Wolfpack dans les prochaines semaines. Les Steiner Brothers, c'est toujours la merde, ça fait 37 pour Rick, 59 pour Scott. Je sais pas vraiment s'il faut les conserver, s'il faut encore leur donner du temps d'antenne. Ils ont de la popularité, mais ils ont beaucoup de mal à faire des performances décentes, les deux garçons. Performance de 60 de BG, 55 de Kip. En même temps, on est sur un 8-man tag, c'est vrai que c'est pas forcément une stipulation de match qu'ils affectionnent et surtout dont ils sont habitués. Performance de 37 de Mark Briscoe, 64 de Jay qui a relevé le niveau par rapport à sa dernière performance, 65 de Mike Mizanin et 76 de Travis Smuel. Victoire des Heels et des futurs challengers numéro 1 au titre par équipe des Wolfpack. Lacey Van Erich qui va faire un petit striptease, histoire qu'on voit un peu de sexy. Voilà, ça dure 4 minutes, c'est un segment léger dans tous les sens du terme, tout le monde est content. Le Nest qui affronte les Tomaselli Brothers dans un match régulier, ça fait 81. Bah écoute, le Nest, à chaque fois que je les mets dans un match par équipe, depuis qu'ils sont revenus et depuis que, on le rappelle, les Gentlemen ont une nouvelle opportunité et surtout de nouveaux objectifs, je trouve que on est plutôt qualitatif et le Nest va continuer à prendre cette série de victoires, va continuer à accumuler du momentum puisqu'ils vont battre en un peu plus d'une minute 31 les protagonistes des Tomalesi Brothers, Brandon et Vito, après 8 minutes 30 de combat, victoire via Cross-Crew Netbreaker et le 450 Splash de Tyler Black, performance de 43 de Vito Tomaselli, 70 de Brandon, 75 de performance ring de John Moxley, 82 de Tyler Black. Avec Tyler Black et John Moxley, le Nest, on sait qu'il y a une grosse chemistry entre ces deux garçons. Et enfin le main event, Randy Orton face à Chris Benoit pour le championnat du monde de la All Elite Wrestling, match exceptionnel dans l'idée qui aura duré 13 minutes 01 et qui va pas se terminer clean puisque oui, Chris Benoit va perdre sa ceinture face à Randy Orton qui va gagner via le RKO mais surtout via des distractions, bah oui, celle de Ted DiBiase Jr. et de Cody Rhodes qui dans le dos de l'arbitre sont venus attaquer Chris Benoit. Forcément, bah c'est de l'infériorité numérique, il a souffert de cette infériorité numérique Chris Benoit et Randy Orton a pu placer son RKO, profiter des diverses distractions alors qu'il n'était que plutôt dominé durant ce match pour aller faire le RKO, prendre le tombé 1, 2, 3 et devenir le nouveau champion du monde de la fédération de l'élite. À l'issue de ce match, Randy Orton va donner des instructions à Ted DiBiase Jr. et à Cody Rhodes et ils vont attaquer Chris Benoit, le rouet de coups, le passé à tabac, il va y avoir des finishers sur les chaises, il va y avoir également un passage à travers une table et puis le punt kick de Randy Orton dans la tête de Chris Benoit et l'équipe médicale qui s'affaire autour de l'ancien désormais champion de la All Elite Wrestling. Il va partir sur une civière rejoignant une ambulance, des images très marquantes, très impactantes. Randy Orton fait encore des dégâts et surtout est au top de la fédération puisqu'il est désormais le nouveau champion du monde de la All Elite Wrestling. Et on fait un très bon 83 avec une popularité qui s'améliore dans 16 ou 18 régions, je ne sais plus. En tout cas, c'est vraiment un rating de très belle qualité. Alors qu'on a le beau profil de Mistress Betty, qui a commencé sa carrière en 2000. J'ai pas eu le temps de lire la suite, peut-être que c'était très intéressant. D'ailleurs, allez, Mike Mizanin qui voit son contrat se terminer. Oula, Rami Sebeyi aussi. Beji, Kip James. Ils donnent leur opinion. Mark Briscoe, ça connecte pas, il faut le virer. Vito Tomaselli, il a du charisme. Vito Tomaselli a du charisme. Il va peut-être falloir le pêcher. Vito Tomaselli, je suis pas persuadé qu'on parle du même, parce que le garçon, 76 en psychologie, 70 en basique, enfin non c'était le contraire, 74 en star quality, 69 en charisme. Ouais, je sais pas si on va vraiment aller bien loin avec un garçon comme ça. Bref, Mike Mizanin qui voit son contrat se terminer. Mike Mizanin, on va lui proposer, bien sûr, une extension de contrat. C'est quand même un champion du monde au sein de la fédération, certes par équipe, mais enfin quand même. Oula, il demande cher, 2250 $. Le garçon, il se bouge pas du code. On va lui proposer 2100 odd on side sur un an. Voilà, on va pas non plus trop s'exposer. Les contrats, bien sûr, le contrat n'est pas couvert. Le contrat qui est rendu officiel. On va prolonger, bien sûr, Travis Hummel, son partenaire, qui va nous demander un poilas plus cher, je pense, bien évidemment. Vous imaginez, c'est 22 100 $ si on veut signer Mike Mizanin.
Hein, voilà. 3250 $, c'est déjà pas mal. Avec une 2-side à 3050, ça sera très bien, sur un an. Voilà, trajet non couvert, normalement ça devrait bien se passer. Il y a aussi Rami CBI, qui voit son contrat se terminer, alors que Bobby Billard, si t'en allais de la All Elite Wrestling, j'ai aucun intérêt avec Bobby Billard, ça fait un peu de place dans notre roster qui était vachement conséquent. Alors, au niveau donc du contrat, je vais lui proposer, oh là, décidément, gros contrat, l'ami El Generico là. Hein, voilà, 2250 par apparence, 2300 au downside, sur un an normalement, ça devrait le faire. Voilà, il va me rappeler très prochainement. TV rating de 4.84, on va tout de suite aller faire un tour, voir ce qu'il en est exactement. On a fait 3 633 000 viewers, c'est à peu près pareil que celui de la semaine dernière, un poil moins, mais ça reste correct avec des shows qui sont sensiblement les mêmes en termes de qualité. Sell out au Emma City Hall Plaza, toujours dans le New England, 10 000 pèlerins dans cette arena pleine à craquer, et on démarre avec un gros 78 de rating, le deuxième collision de notre mois d'octobre 2010 avec Bobby Roode et Claudio Castagnoli, les Gentlemen enfin réunis, anciens double champion du monde par équipe, accompagnés de Maryse. Bobby Roode forcément il fête le moment parce que ça fait un petit moment qu'ils se sont pas vus avec Claudio Castagnoli. Claudio Castagnoli, il a des intérêts du côté de Dynamite, Bobby Roode a des intérêts du côté de Collision, ainsi va forcément la vie de catcheur, et forcément ils sont contents de se retrouver, ils taillent le bout de gras, ils parlent de choses et d'autres, et ils vont se faire interrompre par James Storm, Hiroko Suzuki et Shinsuke Nakamura, qui n'ont que très peu apprécié les agissements de Bobby Roode, qui la semaine dernière a attaqué dans le dos de James Storm et Shinsuke Nakamura à l'issue de leur match. Ils l'ont passé à tabac, et aujourd'hui forcément ils veulent leur faire payer la conséquence de son acte. Et Bobby Roode, il est très confiant, le sourire aux lèvres, il dit, moi j'ai Claudio Castagnoli, j'ai Maryse avec moi, si vous avez un problème les gars, ce soir on règle tout ça dans le main event. Et donc on va voir les Gentlemen reformés qui vont affronter Shinsuke Nakamura et James Storm tout à l'heure dans le main event pour un 2 contre 2 explosif. Claudio Castagnoli a très bien performé, James Storm pas franchement, Hiroko Suzuki véritablement en dehors du script, c'est parfait, et ça permet de bien démarrer ce show avec les storylines Castagnoli Okada et Collision Time qui avancent grâce à ce segment. Eddie Kingston qui va croiser le fer une nouvelle fois avec Samoa Joe dans un nouveau 3 contre 3. C'est un match déjà qu'on avait proposé le mois dernier, qu'on repropose à l'écran ce mois-ci avec beaucoup plus de tension que lors de leur précédent affrontement, notamment entre Eddie Kingston et Samoa Joe. Tension qui va être communicative entre Crime Time et les Fatou. Match pauvre dans l'idée qui va encore une fois voir la victoire des Heels, Eddie Kingston et Crime Time, qui vont défaire l'équipe de Samoa Joe et les Fatou en 10 minutes 30, quand Eddie Kingston, là encore, va défaire Joshua Fatou via pinfall avec le Backfist to the Future. Performance de 57 de Chad Gaspard, 24 de JTG qui est à la ramasse, 35 d'Eddie Kingston, 27 et 28 des frères Fatou, 82 de Samoa Joe qui a bien sûr porté le match à défaut de l'avoir gagné. Une nouvelle prise de momentum des Kingston qui a, on le rappelle, un record perfect pour l'instant depuis qu'il est arrivé à la All Elite Wrestling. Retour de coupure publicitaire, et Ren Amero est dans les backstage. Il trouve Swerve Strickland qui la semaine dernière a perdu face à Samoa Joe. Ren Amero lui pose des questions par rapport à la semaine dernière. Swerve Strickland il balaye d'un revers de main tout ce qui a pu se passer, notamment il y a 7 jours de cela lors de l'épisode précédent de Collision. Swerve Strickland il a la mémoire de l'avenir, et Swerve Strickland il a toujours un beau momentum, et la semaine prochaine il challenge n'importe qui à un open challenge match face à lui pour l'affronter dans le Collision de la 3e semaine de ce mois d'octobre. Ren Amero qui a encore une fois porté le segment avec ses performances au micro exceptionnelles, alors que Swerve Strickland a beaucoup galéré, mais il a été quand même porté par une Ren Amero qui a su relever le niveau de ce segment. Et on verra qui affrontera Swerve Strickland la semaine prochaine. Reign face à Jazz, un match compétitif dans la division féminine. On a mis les petits plats dans les grands. Stephanie McMahon a insisté pour ça. Reign, ancienne double championne TBS, et Jazz, ancienne championne
championne du monde bien sûr. Des 100 catch, pas beaucoup de hits parce que c'est vrai que Jazz notamment a perdu de la popularité. Un match qui aura duré quand même 10 minutes 55, format TV. Les performances sont de 44 pour Jazz et de 51 pour Reign. C'est Reign, l'ancienne double championne TBS, qui va remporter la victoire avec un Reign drop après le tombé 1, 2, 3, 57 de performance in ring. Elle va être présentée par Stephanie McMahon comme étant une acquisition de Collision capable de créer quelque chose, une division, elle qui avait été, on rappelle, le visage énoncé et annoncé de Ted DiBiase Senior dans Rampage à l'époque où ce show existait. C'était un show bien sûr secondaire, un show qui avait pour but et pour vocation d'essayer de capitaliser sur de nouvelles futures stars et donc de leur permettre d'avoir du temps d'antenne. Et forcément, vous l'imaginez que Melina Perez va intervenir dans ce segment de Stephanie McMahon qui met en valeur Reign, son pédigré, ses accomplissements. Melina Perez, pour elle, c'est bullshit. Melina Perez, elle voit rien en Reign. C'est le passé, c'est celle qui a finalement pas réussi à rendre crédible le titre TBS alors qu'elle l'a porté pendant des semaines et des semaines à plusieurs reprises. Là aussi, retourne chez toi, on n'a pas besoin de toi. Et Reign va répondre à Melina Perez en la remettant un peu à sa place, en lui disant que elle manque pas mal de respect à des filles qui ont remporté le championnat TBS, elle bien sûr, mais aussi AJ Lee, première championne donc de cette ceinture, et également Michelle McCool qui a fait l'effort de revenir en bonne forme après une pause maternité. Melina Perez, elle parle beaucoup, mais pour l'instant, elle n'a absolument rien prouvé. Ah oui, elle n'a pas affronté des anciennes championnes TBS, et Melina Perez, elle doit le respect à celles qui ont fait le championnat TBS et surtout à celles qui sont aujourd'hui dans cette division de collision avec Melina Perez et forcément avec cette envie aussi de populariser, de démocratiser et de faire progresser cette division de féminine du côté de collision. Gros échange de regards et grosse tension entre Reign et Melina Perez parce que Melina Perez, elle se retrouve face à une fille qui a du répondant en face d'elle et c'est la première fois que ça arrive. Stephanie McMahon qui n'a pas été bonne pour aller en dehors du script, en revanche Melina Perez a fait un superbe job d'interaction avec la foule. Et la storyline avance bien sûr avec ce segment. Bon, petit problème de record, l'enregistrement s'est coupé, c'est la première fois que ça m'arrive depuis le début de notre série sur TEW 2016, il faut une première à tout. L'enregistrement a craché, j'ai continué à parler dans le vide, sinon c'est pas rigolo. Et donc du coup on se retrouve au résumé global de ce deuxième collision du mois d'octobre 2010. On avait débriefé ensemble l'interaction entre Reign et Melina Perez. Reign qui est venu quand même confronter Melina Perez par rapport à ses récents propos. On sent poindre une sorte de rivalité qui va peut-être se mettre en place dans les semaines à venir du côté donc de notre tout nouveau show qu'on a établi au mois de septembre 2010 dans notre réalité virtuelle. Restait à débriefer, restait à parler de ce main event entre les John Clemens, Bobby Roode et Claudio Castagnoli qui ont des objectifs, on le sait, différents. Objectif d'aller chercher des titres secondaires. Ils ont validé ces objectifs, les anciens double champions par équipe, mais pour l'occasion, ils ont refait équipe, ils ont à nouveau associer leurs forces pour aider Bobby Roode dans son programme face à Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura qui a fait équipe avec James Storm et les Gentlemen se sont bien sûr imposés. Bobby Roode a fait le tomber sur James Storm avec l'intervention de Maryse, sinon c'est pas rigolo. 10 000 personnes quand même présentes au Emma City Hall Plaza dans le New England. On a fait sell-out, ce qui est quand même intéressant de noter, et 3 530 000 viewers présents donc devant leur écran de télévision. C'est un petit peu plus que la semaine dernière pour un show tout aussi qualitatif que celui qu'on avait fait la semaine passée. Nous sommes au jour d'AEW Dynamite, 3e du nom, pas d'incident backstage, on peut le confirmer, quand on va aller sur cet onglet, tout va plutôt bien. Une AEW parfaite, tout le monde s'entend parfaitement dans les locker rooms, une alchimie grandissante, et moi je vais booker le show de mon côté, et on en parle juste après, ne bougez pas. Nous sommes dans le Mitsouf OCO Coors Event Center devant 9145 pèlerins et on démarre avec un T1070. Quand j'ai vu la note juste avant de commencer l'enregistrement, je me suis dit ah ouais quand même. Pour le monde qui est présent dans le segment, c'est quand même pas une note très jojo, parce que oui, dans ce segment, vous avez vu, il y a un homme qui fait son retour, mais patientons un peu, faisons les choses dans l'ordre. D'abord, nous avons Randy Orton, accompagné de la Legacy, Ted DiBiase, Cody Rhodes,
qui arrive dans le ring. Randy Orton, ceinture sur l'épaule, il est le nouveau champion du monde de la fédération. Il a battu Chris Benoit, il lui a placé son RKO, il lui a fait le tomber. Il est devenu le nouveau champion de la All Elite Wrestling. Les gens Randy Orton remonte les images également après match, où il a asséné un énorme punt kick dans la tête de Chris Benoit, qui a été derrière pris en charge par les médecins, qui a monté dans une ambulance. Bref, Randy Orton, il se présente en étant vraiment une énorme menace et les gens le huent. Il lui balance des pots de fleurs, il lui balance des canettes et des cornichons à la tronche, avec Ted DiBiase Jr., Cody Rhodes, qui sont là, tête des petites hyènes, qui rigolent à tout ce que peuvent dire Randy Orton. Et Bryan Danielson va faire son retour. Bryan Danielson, qu'on n'avait pas vu depuis presque un an. Et sa défaite dans un match de soumission face à Ric Flair et Samoa Joe, où le titre mondial était en jeu. Ça fait déjà un an. Bryan Danielson qui est revenu, qui a remporté un combat de MMA et que je ne savais pas comment faire revenir. Et je me suis dit, tiens, Chris Benoit est blessé, kayfabe, peut-être que c'est le moment de faire revenir Bryan Danielson sur le devant de la scène. Et Bryan Danielson, il est très content de revenir dans le ring de la All Elite Wrestling. Il salue les fans qui forcément lui donnent une très belle réception. Il va féliciter Randy Orton pour sa prise de pouvoir sur le titre mondial, sa prise de pouvoir sur la All Elite Wrestling, même s'il cautionne pas forcément beaucoup ses faits et gestes et surtout la manière dont il a réussi à avoir ce titre et à acquérir cette ceinture. Et puis surtout, il était venu parce qu'il s'est dit, bon, je suis de retour, autant faire du pied de coups, et là de faire un petit coucou à Cody Rhodes, qu'il avait pu croiser depuis un petit moment, et notamment depuis une fin d'année 2008, où Cody Rhodes était venu attaquer, passer à tabac Bryan Danielson après la défaite qui leur avait coûté le titre par équipe. Il va avoir des mots pas forcément très gentils pour Cody Rhodes, et puis il va taper l'épaule à Bryan Danielson de Randy Orton en lui disant j'espère que tu arriveras à faire un petit peu mieux que moi, parce que Cody Rhodes, c'est pas facile de le gérer, il a les yeux plus gros que le ventre, il n'est pas toujours très facile à conseiller. Et Cody Rhodes, Ted DiBiase Jr., ils apprécient pas trop se faire shooter. Randy Orton, il apprécie pas trop la familiarité de Bryan Danielson qui ose poser ses mains sur lui en étant un franc déconneur. Et tout ça, ça va conduire à un match par équipe, puisque Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes vont défier Bryan Danielson. Bon, le segment, pas grand chose à en dire. 70, Randy Orton qui s'améliore à sa gimmick, qui a très bien improvisé. Les couleurs commentateurs, heureusement qu'ils étaient présents, et Randy Orton a paru excellent. Voilà, même si la storyline perd de la hit, puisqu'on a bien sûr ajouté Bryan Danielson à cette storyline. Le match est quand même beaucoup plus qualitatif que le segment précédent, puisque Bryan Danielson va faire équipe avec Rey Mysterio Jr. Ils vont affronter la Legacy, Rey Mysterio Jr. que j'ai un petit peu ressorti du placard, qui a quand même une histoire avec Randy Orton, qui a fait partie, on sait, un petit peu de ces garçons qui ont eu des opportunités pour le titre mondial, affronter Chris Benoit. On peut imaginer que Rey Mysterio Jr. pour se venger de ce qui est arrivé à Chris Benoit, pour qui il avait beaucoup de respect, s'est allié à Bryan Danielson, et cette union Bryan Danielson Rey Mysterio un peu inédite, qui sort de derrière les fagots, va être fructueuse, puisque dans ce match avec une bonne week, du T100 catch, Bryan Danielson et Rey Mysterio Jr. vont défaire la Legacy en 12 minutes 55, quand Bryan Danielson va défaire Ted DiBiase Jr. avec la Dragon Suplex. 77 de rating, des performances in-ring plutôt qualitatives. Alors 64 de Rey Mysterio, c'est pas top, 76 de Bryan Danielson, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. qui se suivent avec un 58 et un 56. La storyline avance tranquillement. Randy Orton était à la table des commentateurs et a vu Bryan Danielson épingler l'un de ses protégés. Claudio Castagnoli, à l'issue de la première coupure publicitaire, qui se retrouve dans le ring avec Maryse. Ah, magnifique, tout va bien. Il se fait huer, il est toujours champion TNT. Claudio Castagnoli a dit, le catch c'est pas seulement la force, c'est aussi ce qu'il y a là-dedans, la tête. Voilà, Maryse qui rigole, Maryse qui est très jolie, Maryse qui fait son travail de pot de fleurs, et Claudio Castagnoli va se faire interrompre par Hiroko Suzuki Katsushika Okada, puisque Hiroko Suzuki, qui défend les intérêts de Katsushika Okada, va quand même remontrer les images de ce qui s'est passé, de Claudio Castagnoli qui a quitté le ring, qui donc s'est sorti de ce mauvais pas en se faisant décompter intentionnellement à l'extérieur. L'avantage du champion, il conserve sa ceinture. Katsushika Okada, par l'intermédiaire d'Hiroko Suzuki, nous fait comprendre qu'on va pas en rester là. Et un homme va venir remettre un peu de bordel et de l'huile sur le feu entre ces deux garçons. C'est Shelton Benjamin qui va quand même alpaguer Katsushika Okada en lui disant, mon petit pote, c'est bien beau, t'as eu le titre TNT, t'as été champion, là t'as eu ton rematch, ok, tu t'es peut-être fait niquer, mais moi je me suis fait niquer mes opportunités, notamment du côté de Bash at the Beach. J'ai un record exceptionnel à la All Elite Wrestling, et à chaque fois que j'ai une opportunité, je me fais chier
dans les bottes. Grosse tension entre Shelton Benjamin et Katsushika Okada, qui en plus ont une histoire. Okada, il a quand même été victime des agissements de Shelton Benjamin lorsque Shelton Benjamin avait pris en grippe Rami CBI, lui offrant des victoires pas forcément très clean face à un de ses meilleurs amis dans le business. Claudio Castagnoli, lui, il s'écarte un petit peu, il voit que ça se prend la tête, tout va bien, et Paul Heyman, pour apaiser les tensions, annonce que ce soir dans le main event, Okada et Shelton Benjamin vont se faire face et que le vainqueur obtiendra un match de championnat face à Claudio Castagnoli. 83 de rating, Hiroko Suzuki a été très bonne, Shelton Benjamin également, Paul Heyman aussi, Claudio Castagnoli parfait, et la storyline, Castagnoli-Okada avance et gagne de la hit. Rena Mero qui est dans Backstage avec April Hunter, et April Hunter nous explique que ce soir elle va faire face à Lacey, une fille qu'elle a déjà battue dans un match par équipe, avec Lisa Marie Varon qui faisait équipe avec Lacey. April Hunter, souvenez-vous, elle faisait équipe avec Nighty Neidhart, que Lisa Marie Varon avait battu lors du show de la semaine dernière dans un match one-on-one. Lisa Marie Varon qui s'est d'ailleurs à ce moment-là autoproclamée challengeuse numéro 1, et Rena Mero, et bien forcément va interviewer April Hunter sur ce match face à Lacey qui peut être très importante, bien évidemment dans l'optique de défier Jetta, donc dans les prochaines semaines pour le titre mondial. April Hunter, elle est prête, elle connaît la valeur de Lacey, ancienne double championne TBS, mais elle sait pertinemment qu'au-delà de provoquer la championne, ce qui va provoquer sa chance pour devenir une future championne de la All Elite Wrestling, ce sont le record. Et ce soir, elle est prête à affronter Lacey pour aller prendre du momentum. À l'issue de la seconde coupure publicitaire, Mike Mizanin et Beiji James vont se mettre sur la gueule, histoire de hyper ce match entre le Wolfpack et bien évidemment New Age Outlands pour les championnats du monde par équipe. Grande 8 des 100 catch qui va avoir la victoire de Mike Mizanin dans un match qui nous fait 75. Beiji James va être défait par Mike Mizanin en 11 minutes 55 via le Wizard of Oz après la distraction de Jay Briscoe qui n'en a pas terminé avec Beiji James et les New Age Outlands. Il est venu se mêler de leur business, ce qui forcément a coûté la victoire à Beiji James dans le dos d'un Mike Mizanin qui s'est absolument rendu compte de rien. Ça fait 75, c'est une très bonne note, performance de 59 de Beiji James, 64 de Mike Mizanin qui a été le meilleur dans le ring. Paul Heyman dans ce même ring qui va prendre la suite de ce match plutôt compétitif entre Mike Mizanin et Beiji James. Paul Heyman qui est donc dans ce Square Call, micro à la main, et qui va nous présenter une acquisition assez spéciale de la All Elite Wrestling. Et un homme s'avance, et cet homme, il s'appelle Joe Anoa'i. Joe Anoa'i qui est, on le sait tous, faisant partie de la grande famille Anoa'i avec Cousin des Usos, bien évidemment la famille de Rikishi, de Fatu, du Rock, et Paul Heyman nous explique que Joe Anoa'i, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, très beau gosse au passage, fait partie d'une grande famille de catch. Le catch coule dans ses veines et Joe Anoa'i, on lui met sur le petit antro son arbre généalogique. Voilà, ce garçon, il est beau, il est incroyable physiquement, il montre son torse bien musclé, bien saillant, il a une grande famille de catch, il a un physique, il a une belle gueule, il a du charisme, et c'est un garçon sur qui il va falloir compter à l'avenir. Bref, Paul Heyman met over un Joe Anoa'i qui est encore un inconnu au bataillon, ça fait 52, c'est aussi ce qui se ressent dans la note, mais au moins, Joe Anoa'i est impliqué avec Paul Heyman dans un segment, ce qui permet de le présenter à la foule sous les meilleurs auspices. D'ailleurs, il débute sa gimmick de Legitimate Athlete, c'est above average, ce qui est plutôt pas trop mal. Lacey face à April Hunter, ça fait 58, écoutez, c'est un bon petit match qui va avoir la victoire d'April Hunter, bien évidemment, dans ce match plutôt décent, 8 minutes 01 via pinfall, Head Hunter sur Lacey tombé 1-2-3, victoire d'April Hunter, qui prend du momentum avec sa performance de 50 quand Lacey fait un bon petit 49 à l'issue de ce match. Forcément, vous imaginez, énorme tension parce que l'ami April Hunter va prendre le micro, l'air de dire voilà, j'ai gagné aussi mon match. Lisa Marie Varon, je t'ai battu dans un match par équipe. Est-ce que t'es véritablement seulement celle qui peut uniquement se déclarer challengeuse numéro 1? Est-ce que moi je peux pas aussi aspirer à ça désormais? Lisa Marie Varon qui va bien sûr débarquer dans le ring, ça va balancer des noms d'oiseaux, ça va faire sourire April Hunter, elles vont finir front contre front les deux filles. Jetta va s'avancer avec Doug Williams qui lui a préparé le trône, elle va rester sur la rampe du ring, l'air de dire attendez les filles, vous battez pas de toute façon, il n'y en aura qu'une qui sera challengeuse. Jetta, la reine, elle va pas affronter dans un match triple menace deux filles. Et Paul Heyman il va en décider autrement parce que Paul Heyman il valide l'idée d'un triple threat
ce qui va forcément pas du tout faire plaisir à Lisa Rivaron qui aurait aimé un match one-on-one face à la championne, et ce qui ne va pas du tout plaire à Jetta parce que Jetta elle considère que c'est un affront à la royauté et surtout que ça met dans une position délicate l'actuelle championne et la reine incontestable de la All Elite Wrestling. Finalement, la seule qui est contente de la situation, c'est April Hunter. 82 de rating, tout va bien. April Hunter a été très bonne pour aller en du Swift, tout comme Lisa Rivaron, tout comme Jetta, tout comme Paul Heyman. Et la storyline avance, gagne de la hit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et le main event, Shelton Benjamin face à Katsushika Okada. Dans ce match, il y a bien sûr la présence de Claudio Castagnoli avec Maryse à la table des commentateurs. Claudio Castagnoli qui va commenter l'action. Superbe match, ça fait 89, des performances de 82 et de 81, c'est assez exceptionnel. Match incroyable, 20 minutes de combat et un draw bien évidemment parce que le temps limite est expiré. Shelton Benjamin, Katsushika Okada, on livre un match exceptionnel, l'un des plus beaux de l'histoire de la All Elite Wrestling. Malheureusement, pas de vainqueur, le temps est écoulé et Shelton Benjamin et Katsushika Okada se retrouvent les genoux à terre à se regarder droit dans les yeux, exténués, les mains sur les genoux. Ils n'ont pas réussi à se départager avec un Claudio Castagnoli, vous imaginez, qui est tout sourire à la table des commentateurs. Et on fait un énorme 84 de rating, une popularité qui s'améliore bien sûr dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Et on a le beau profil de Stephanie McMahon, la fille bien évidemment du chairman Vince McMahon qui aujourd'hui dans notre réalité virtuelle est la boss du côté de Collision. Alors que le jeu vient de planter, le jeu plante, c'est exceptionnel ça aussi, mais que voulez-vous, ça peut arriver. Il y a même les enregistrements qui se plantent désormais. Rick Bassman qui quitte la CWH, bref, on s'en fout, parce qu'il est signé désormais chez nous en contrat exclusif, TV rating de 4.89, et Jay Briscoe, selon Rey Mysterio, qui va devenir une star. Le problème c'est que Jay Briscoe, pour l'instant, on peut pas l'utiliser parce qu'il va partir dans une cinquantaine de jours, dans 46 jours exactement, pour un combat de MMA. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des contrats? Kip James qui apparemment est prolongé, oui, j'ai dû prolonger Kip James parce que son contrat arrivait à échéance, et Bryan Danielson également. Bryan Danielson qui est revenu, à qui j'ai proposé un contrat, rassurez-vous que c'est un contrat paix par apparence. Alors que j'ai le PC qui finit en batterie vide, c'est de plus en plus compliqué, maintenant il n'a plus qu'une heure et demie d'autonomie, comme quoi la batterie est en train de mourir. 9145 pèlerins, donc dans les gradins, on fait un 4.89, 3 673 000 viewers, c'est un petit peu moins que la semaine dernière. Non, c'est un petit peu mieux que la semaine dernière. En même temps, on fait quand même un show qualitatif, on fait un point de plus. C'est une bonne nouvelle, on espérera bien évidemment que la semaine prochaine, on fera un show tout aussi qualitatif, voire mieux, n'ayons pas peur, n'ayons pas froid aux yeux. Pas loin de 9000 pèlerins au TX Fort Worth Center dans le Mitsouf, et on démarre avec un rating plutôt correct de 61 avec un Samoa Joe, un Eddie Kingston qui vont tailler le bout de gras dans un segment pré-enregistré. Samoa Joe qui va défier Eddie Kingston ce soir dans le main event. Samoa Joe, grosso modo, son point c'est ok. T'as envie de t'allier à Randy Orton, qui est la raison du pourquoi j'ai été viré de Dynamite, qui s'en est pris à mes protégés, les Fatou, qui m'a coûté ma place dans le show le plus historique de la All Elite Wrestling, pas de problème, mais tu vas en payer les pots cassés. Ce soir, je t'affronte. Et Eddie Kingston qui va renchérir en disant que finalement ça lui va très bien parce qu'Eddie Kingston c'est un mercenaire et quand il catch, il est payé, et le fait qu'il catch face à Samoa Joe, ça va être un bifton en plus de la part de Randy Orton. Et puis s'il gagne, il y aura une preview de match. Donc pour Eddie Kingston, cet affrontement face à Samoa Joe dans le main event, c'est clairement tout bénef. 61, on retrouvera tous ces garçons dans le dernier segment de la soirée. Eddie Kingston qui était très bon pour aller en dehors du script, et Samoa Joe une véritable star dans ce segment parce que oui, forcément, popularité oblige. Bobby Roode et Maryse qui se retrouvent dans le ring. Ça fait un petit 67. Bobby Roode qui est dans un très bon mood parce que oui, il sort de 2 victoires d'affilée. Voilà, forcément, le garçon a pris du momentum. Un dans un combat singles competition où il a remis son titre en jeu, c'était face à James Storm, et un combat par équipe où il a battu à nouveau James Storm qui faisait équipe avec Shinsuke Nakamura quand lui a reformé pour une nuit le Gentleman's avec Claudio Castagnoli. Donc Bobby Roode, il est très heureux, il est très souriant, il a la ceinture sur l'épaule, il est en tenue de catch, et il dit vous savez quoi, le champion est prêt, le champion est dans un bon état d'esprit, le champion défend sa ceinture. Voilà. Bobby Roode il défend sa ceinture, et il va défendre sa ceinture contre Brain Damage, qui est un catcheur que j'aurais dû utiliser lors du dernier Dynamite, mais je me suis aperçu que j'allais avoir des petits problèmes, notamment liés au temps, donc je me suis dit on l'utilisera plus tard.
catcher qui a quand même des stats plutôt intéressants dans le jeu. Match décent sur le papier, 11 minutes 22, et Bobby Roode va défaire Brain Damage, bien évidemment avec le Roodplex, avec cette troisième défense d'un titre intercontinental qui s'ensuit bien évidemment. Célébration de Bobby Roode qui fait un très bon 69, il a brillé quand Brain Damage fait un petit 39. En même temps, petite différence de popularité. À l'issue de ce match, Bobby Roode a forcément fêté sa victoire avec Maryse, mais vous imaginez bien qu'il va se faire interrompre par Hiroko Suzuki et Shinsuke Nakamura. Hiroko Suzuki qui défend les intérêts de Shinsuke Nakamura, qui va féliciter Bobby Roode, c'est bien, bravo, belle troisième défense de titre. Mais en attendant, le prochain challenger c'est Shinsuke Nakamura, parce que Shinsuke Nakamura il t'a battu dans un éliminateur match, et tu peux pas t'en sortir comme ça, tu vas pas pouvoir t'en sortir par une pirouette, tu lui dois ce match. Et Bobby Roode qui fait, ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Ton match, ouais. Écoute, je suis Bobby Roode, je suis le plus fort. Un peu du dédain envers Shinsuke Nakamura. Sauf que Stephanie McMahon va s'en mêler et Stephanie McMahon va dire que le match aura lieu la semaine prochaine et surtout que Bobby Roode n'aura pas Maryse à ses côtés parce que Maryse est éjectée du ringside et si Maryse intervient dans ce match, Bobby Roode perdra automatiquement le titre parce que Maryse c'est la raison pour laquelle Bobby Roode a pu, on le rappelle, conserver sa ceinture face à James Storm. Bobby Roode là forcément t'imagines qu'il fait la gueule, Maryse elle est outrée, Shinsuke Nakamura petit sourire en coin et Hiroko Suzuki très complice bien sûr avec son protégé. La storyline avance, bien évidemment. On sait le d'Okada, tu sais pas pourquoi, elle avance mais elle perd de la hit. Tout le monde a plutôt bien improvisé, notamment Hiroko Suzuki et Bobby Roode. Stephanie McMahon qui reste dans le ring après la coupure publicitaire et Stephanie McMahon avec Reign, première championne TBS on le rappelle, nous annonce que le titre TBS est réactivé. Grosse réaction dans le public parce que les gens sont contents de voir un titre féminin qui va arriver du côté de Collision, qui va bien évidemment permettre d'établir une division féminine et Stephanie McMahon, forcément elle a des gros projets pour ce titre TBS, elle a des gros projets justement pour permettre à ce titre TBS de briller. Et Melina Perez va bien sûr s'en mêler, Melina Perez qui va faire de l'ombre à Reign en disant bon écoute Stephanie McMahon c'est bien d'avoir remis ce titre TBS à jour, sur quand on veut créer une division et mettre une division en valeur, c'est vrai qu'un titre c'est pas mal, bon ton titre il aura beaucoup de valeur sur mon épaule, couronne-moi championne TBS. Et ça fait bien marrer Reign, parce que Reign elle a l'air de dire mais sans déconner, elle a pas froid aux œufs, elle a peur de rien, elle ne doute de rien. Melina Perez elle aime pas trop la façon dont Reign se moque d'elle, parce qu'elle a bien vu son regard et surtout son petit rire s'échapper. Melina Perez elle va balancer quelques noms d'oiseaux à Reign et Stephanie McMahon va calmer tout ça en disant que le titre TBS n'est pas un titre qu'on donne, le titre TBS est un titre qui se mérite et la semaine prochaine il y aura un match à plusieurs pour le déterminer une nouvelle championne TBS. Ce qui forcément vous imaginez ne fait pas du tout plaisir à Melina Perez et qui va plutôt amuser Reign parce qu'elle se rend compte que Melina Perez elle a pas ce qu'elle veut, voilà, donc, petite rivalité bien évidemment qui est en train de s'initier entre les deux. Reign qui a très bien improvisé, tout comme Stephanie McMahon. Melina Perez en revanche ça a été un petit peu plus compliqué, la storyline avance, tout va plutôt bien. Derrière, Rena Mero est dans les backstage et Swerve Strickland il est offusqué. Il a gros sur la patate parce que la semaine dernière, il a dit qu'il faisait un Open Challenge, histoire de se remettre de sa défaite qu'il a subie des mains de Samoa Joe, parce que mine de rien, mine de crayon, il a quand même un bon record, et personne n'est venu toquer à sa porte pour signer cet Open Challenge. Donc il trouve que c'est un manque de respect, il revient notamment sur les conditions des Afro-Américains, il parle d'Amazing Kong, qui ces derniers temps a été quand même plutôt mis de côté, il parle aussi de Shelton Benjamin, qui a un énorme record, mais qui n'arrive pas à aller chercher un titre, et là Swerve Strickland qui est tout simplement boycotté. Paul Heyman qui va le calmer, parce que Paul Heyman est présent, et dit écoute, je me permets, Stephanie McMahon a pas mal de choses à gérer, notamment en vue du titre TBS qui sera réattribué la semaine prochaine, sache que moi j'ai trouvé un opposant, et que la semaine prochaine tu auras un opposant, qui signera d'ailleurs à la All Elite Wrestling, qui sera certainement très régulier du côté de Collision. Et sur Strickland, on a dit ok, pas de problème, ça permet de mettre sur Strickland en relation avec Paul Heyman, ce qui fait du bien avec sa popularité, et puis aussi ce qui permet d'avoir un segment décent. Sur Strickland qui n'a pas du tout paru bon, et qui n'a pas été bon non plus pour aller en dehors du script, voilà, alors que Paul Heyman, il s'est amusé, Paul Heyman, t'imagines.
Et enfin le main event, Samoa Joe et Eddie Kingston qui nous fait un 72. Le show va pas être très qualitatif, on va pas se le cacher, mais on finit quand même avec une note dans le vert. Samoa Joe, Eddie Kingston, match décent sur le papier. Samoa Joe va battre Eddie Kingston en 12 minutes 05 via soumission avec le Coquina Clutch. Voilà, un magnifique 72 de rating, performance de 30 d'Eddie Kingston, 78 de Samoa Joe. Samoa Joe qui a forcément braillé, vous l'imaginez. Samoa Joe qui a porté son Coquina Clutch, Eddie Kingston qui n'a pas tapé, hein. C'est l'arbitre qui a pris la décision donc d'arrêter le match, ce qui permet quand même dans la défaite de laisser Eddie Kingston un tant soit peu fort. Et on fait un 73, ce qui est pas si mal. Par contre on perd de la popularité dans 10 régions, ce qui est quand même pas topissime, mais bon, on sera en regagné bien évidemment. Alors qu'on a le beau profil de Trick Davis qui a commencé le catch en août 2002, qui a travaillé pour l'IWA dans le Mitsouf à partir de 2003, voilà. Hein, beau gosse le garçon, beau gosse. Mais bon, est-ce qu'il nous intéresse vraiment? On a déjà beaucoup de monde dans ce roster, bien évidemment. Alors que voilà, 4.71 de TV rating avec AEW Collision, hein, bien évidemment. 4.71, ça fait beaucoup. On va tout de suite aller voir ce que ça donne réellement. On a fait 3 539 000 viewers, voilà, hein, ce qui est quand même plutôt pas trop mal. C'est un petit peu plus que la semaine dernière. En revanche, on devrait payer les pots cassés de ce show un petit peu moins bon la semaine prochaine. Vous savez désormais comment ça marche. La nouvelle du mardi est Ted DiBiase Jr. qui voit son contrat se terminer avec la All Elite Wrestling. On va bien sûr leur prolonger, le garçon toujours en contrat signé. Allez, je vais lui proposer 10 000 $ par mois sur 2 ans avec bien sûr les trajets pas couverts parce que on est des gros crevards. Absolument pas de signature bonus. C'est parti, on lui offre le contrat et on retrouvera bien sûr très rapidement un Ted DiBiase Jr. qui nous fera part de sa réponse. Normalement, il n'y a pas trop de problème, je ne fais pas trop de soucis. Normalement, il devrait tranquillement reprolonger avec nous. Le dernier Dynamite du mois d'octobre 2010, nous sommes dans le Midwest Oyacom Choice Union Center, 9475 pèlerins présents dans les gradins, c'est la région où on est le plus populaire et on démarre avec un timide 71. Je m'attendais quand même à mieux, je vais pas vous le cacher, parce qu'il y a des protagonistes qui ont une certaine popularité et surtout qui ont une certaine histoire. Rena Mero est dans les backstage et elle est avec Rami Sebi. Rami Sebi qui a subi une défaite, on le sait, il y a déjà quelques temps de ça, face à Shelton Benjamin, ça aurait pu le relancer, malheureusement cette défaite l'a enfoncé dans un match compétitif, ce fameux 2 out 3 falls match, il a perdu et maintenant Rami Maro veut savoir ce que va être la suite pour Rami Sebi, sur quoi va-t-il aller, quel va être ce nouveau objectif. Et Rami Sebi va pas avoir le temps de répondre que Kevin Steen qui fait son retour va venir l'interrompre. Et Kevin Steen va couper Rena Mero dans son élan en lui disant écoute, on s'en fiche complètement de ce que va être la suite pour Rami Sebi. La réalité c'est qu'il n'y a pas de suite pour Rami Sebi. Rami Sebi il va nulle part. De toute façon, depuis qu'on n'est plus en équipe, il est nulle part. Ce mec-là, il a eu juste un petit moment de gloire en prenant le titre intercontinental qu'il n'a pas su conserver, qu'il n'a pas su aller rechercher par le passé. Bref, il va nulle part, si peut-être droit dans le mur. Alors que moi, Kevin Steen, qui fait mon retour, hein, après avoir été blessé, je viens pour chercher de l'or. L'or autour de mes hanches, l'or que je n'ai pas et que je mérite d'avoir. Et forcément, Rami Sebi, tu m'étonnes qu'il n'est pas forcément très content d'être interrompu par Kevin Steen. Gros jeu de regard, gros front contre front, et ils vont se retrouver ce soir dans le main event pour régler les comptes. Voilà, un 71, c'est très bien. Rami Sebi n'a pas été très bon pour aller en dehors du script, tout au contraire d'un Kevin Steen. On enchaîne derrière avec le Nest qui fait face à Nick Nemeth et James Storm. Le Nest que j'utilise de manière assez peu régulière, c'est vrai, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à mettre en valeur dans nos shows, pas mal de programmes qu'il faut qu'on fasse continuer à évoluer et c'est pas forcément la priorité le Nest, mais quand je peux les utiliser, je leur donne des victoires. Nouvelles victoires du Nest qui vont affronter et battre Nick Nemeth et James Storm. Match avec une grand catch, une bonne hit, le Nest en 11 minutes 17. Dans ce match qui fait 73 va venir à bout donc de l'équipe du Cowboy et de l'ancien champion intercontinental après la victoire de Tyler Black sur James Storm, après le God Last Gift, excellente chemistry bien évidemment entre tous les hommes, performance de 75 de John Moxley, 80 de Tyler Black, 78 de James Storm et 71 de Nick Nemeth qui était le Wink Link plutôt solide dans ce match.
Rena Mero qui est dans le ring pour une nouvelle promo. Elle accueille Bryan Danielson. Bryan Danielson accueilli comme il se doit. Forcément, grosse pop pour Bryan Danielson. Les gens sont contents de le voir. Ils ont été contents bien sûr de son retour la semaine dernière. Et Rena Mero nous demande quels vont être les objectifs de Bryan Danielson. Le public semble être quand même plutôt conquis par un affrontement Bryan Danielson-Randy Orton pour le titre mondial. Mais Bryan Danielson, il va tempérer. Il va tempérer très vite les ardeurs et l'envie du public parce que Bryan Danielson il fait part de ce qui va se passer dans les prochains mois pour lui. Bryan Danielson, les gens ne le sont pas sans le savoir, il a deux amours, le catch mais également le MMA. Et Bryan Danielson dans 2 mois il va partir pour s'entraîner en vue d'un nouveau combat, ce qui va nous permettre aussi de justifier de l'absence de Bryan Danielson dans les prochaines semaines, parce que oui, dans notre réalité virtuelle, il nous fait faux bon. Bryan Danielson, par conséquent, il n'est pas intéressé par le championnat du monde. Lui, ce qu'il veut, c'est simplement prendre son pied, faire des matchs et donner au public un peu de joie, un peu de bonheur, bref, du divertissement. Et Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. vont venir l'interrompre. Et Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr., surtout Ted DiBiase Jr., lui dit écoute, mon petit pote, il n'y a pas à attendre 2 mois avant de te faire partir vers l'octogone. Je peux te faire partir dès la semaine prochaine après t'avoir battu, t'avoir fait mal, t'avoir fait humilier. Voilà, DiBiase Jr. qui confronte et provoque en duel Bryan Danielson la semaine prochaine à un match. Voilà, 77 de rating. Les deux hommes, gros jeu de regard bien évidemment entre tous ces garçons. Et c'est un segment qui est plutôt qualitatif. Bryan Danielson a été très bon, Cody Rhodes également, ce qui n'a pas été le cas de Ted DiBiase Jr. Mais la storyline avance, tout va plutôt bien. Kip James face à Travis Fimmel dans un autre match qui est censé nous hyper l'affrontement New Age Outland contre le Wolfpack pour les championnats du monde par équipe. Kip James, Travis Fimmel, on le sait, Mike Mizanin est sorti vainqueur du duel face à Beji James grâce à l'intervention de Jay Briscoe. Fantastique 8 des 100 catch, on a mis ça en style The Show, ça fait 80 de rating, c'est plutôt bon. Travis Fimmel va défaire Kip James en 12 minutes 39 via pinfall après la distraction de Mark Briscoe. Et ouais, quand c'est pas Jay, c'est Mark qui va se venger de ce qui se passe et surtout de la situation dans laquelle les New Age Outlands les ont mis. Voilà, bien évidemment, parce qu'il y a un gros contentieux entre ces deux équipes, les Briscoes et New Age Outlands, et ça va jouer des tours aux New Age Outlands dans ces matchs singles competition face au Wolfpack. Travis Fimmel qui va sans se rendre compte des interventions extérieures, va pouvoir placer son finisher et faire le tomber sur Kip James. Performance de 75 de Travis Fimmel qui a des très bonnes performances in-ring en singles competition. C'est toujours intéressant de le noter. Et Kip James qui fait un 54 et d'ailleurs il était très fatigué à l'issue de la rencontre. La storyline avance, gagne de l'élite, tout va bien. De retour de coupure publicitaire, Claudio Castagnoli est avec Maryse. Et Claudio Castagnoli est assez amusé de la situation parce que oui, la semaine dernière il y avait deux challengers. Voilà, deux challengers potentiels, un qui n'acceptait pas le fait que Claudio Castagnoli ait gardé sa ceinture, Katsushika Okada, se plaignant de la façon de Claudio Castagnoli d'avoir conservé sa ceinture, et puis il y avait aussi Shelton Benjamin, le mec qui gagne beaucoup de matchs, qui a un excellent momentum, mais qui n'arrive pas à gagner les matchs qui comptent. Voilà, ça rappelle étrangement Samoa Joe. Donc Claudio Castagnoli s'est amusé de la situation, il est champion TNT, il prend du bon temps, bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que Paul Heyman va débarquer, et Paul Heyman va lui dire, écoute, Claudio, t'as un peu pourri le titre, quand même, en gagnant via des comptes à l'extérieur, un décompte à l'extérieur en plus qui était totalement volontaire. T'as pourri le titre, t'as pourri une défense de championnat, t'as pourri le spectacle, t'as cassé de divertissement, et pour ça je me dois d'être juste et donc de te faire un juste retour des choses, et donc tu vas affronter quelqu'un pour le championnat TNT, mais pas une personne, mais deux, puisque eh bien, il y aura un affrontement pour le championnat TNT entre toi, le champion, qui remettra ta ceinture en jeu face à l'ami Katsushika Okada et Shelton Benjamin. Voilà, ce qui ne fait pas du tout plaisir à Claudio Castagnoli. Oui, les triple threats, ça m'inspire en ce moment, donc on fait des triple threats. Paul Heyman a été très bon. Maryse, apparemment sa gimmick stale, pas de performance rapportée de la part de Claudio Castagnoli, mais ça fait 86, c'est très bien. La storyline Castagnoli-Okada avance grâce à ce segment. Elle avance, elle gagne pas de hit parce que elle était très importante, cette hit, au niveau de cette storyline. Le match de championnat mondial féminin entre Lisa Marie Varon, Jetta et April Hunter, ça fait 70. Je suis plutôt content de la note parce que c'est vrai que quand même, de base, Jetta elle est quand même largement au-dessus, elle fait 64, alors
pouvait s'attendre peut-être à ce qu'elle passe la barre des 70, mais on le sait, elle est quand même blessée, elle a une douleur chronique encore pendant quelques mois. Elle fait de la meilleure prestation, 58 de Lisa Marie Varon, 47 d'April Hunter, pour ça que je suis plutôt content du 70. On fait un bon rating malgré tout, match décent sur le papier, pas forcément beaucoup de hits enregistrés, 14 minutes 08 de combat, on a fait ça en storytelling, histoire quand même qu'il y a un format TV, et surtout quelque chose d'assez consistant pour cette défense de titre. Jetta va sortir vainqueur de ce match, bien évidemment, elle va défaire Lisa Marie Varon via pinfall, avec le bridging Fisherman Suplex, elle va faire sa 11e défense du titre mondial. Jetta toujours championne, hein, voilà, et puis la storyline avance, gagne de la hit, enfin non, elle ne gagne pas de hit, mais bon, ça reste quand même correct. Jetta toujours championne. Paul Heyman qui est avec Joe Anoa'i. Bah oui, parce que Joe Anoa'i, bon, il a été présenté la semaine dernière, mais Joe Anoa'i, il veut aussi quelque part la suite. Hein. Et la suite, bah, c'est une exposition. La suite, c'est des matchs et des opportunités pour euh, pouvoir quelque part montrer ce qu'il vaut dans le ring. Paul Heyman lui dit, écoute, ça va arriver, hein, je comprends ton impatience. Là, t'as un nom, le catch coule dans tes veines, t'as du charisme, t'as une belle gueule, t'as un physique, t'as tout pour bien réussir ici à la All Elite Wrestling, mais voilà, laisse-moi le temps de te trouver quelque chose de consistant. Et Roddy Piper, qui passe par là, va venir couper la discussion et il va se présenter à Johanna en lui disant, écoute, moi je suis libre ces derniers temps, je viens ici pour dispenser de mon savoir. T'es un jeune catcheur, un rookie, et sous l'aile de Roddy Piper, tu pourrais apprendre beaucoup, t'entraîner beaucoup, et avoir des opportunités, parce que j'ai su par le passé, justement, permettre à mes clients d'avoir des opportunités. Et le premier contact entre Joe Hanoï et Roddy Piper se passe bien, parce que Roddy Piper, il complimente beaucoup Joe Hanoï, et Joe Hanoï, il n'est pas insensible aux compliments, parce que voilà, c'est un face, mais ça pète un peu, malgré tout. Roddy Piper qui a été très bon, Joe Hanoï, bon, c'est pas top, et la réelle star, c'est Paul Heyman, parce que Paul Heyman, attention, ça déconne zéro. Et enfin, le main event Rami CBI face à Kevin Steen, ça fait seulement 77, on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux, on va pas faire un show non plus hyper gégène, je pense, mais malgré tout, superbe match. Voilà, Kevin Steen, Rami CBI, 17 minutes 33 de combat, des performances de 79 et de 72 pour Rami CBI, victoire de Kevin Steen sur Rami CBI après le package Pill Driver, victoire complètement clean de l'ancien champion intercontinental, ancien champion TNT, ancien champion du monde par équipe qui, on le rappelle, avait été champion par équipe de la fédération avec ce même Rami CBI, Kevin Steen, qui enfonce Rami CBI et qui va gagner quand même pas mal de momentum après ce retour plutôt tonitruant et cette victoire dans le main event du show le plus important. On gagne de la popularité dans 8 régions avec un 79 de rating de très solide qualité. Voilà, magnifique. Alors qu'on a beau profil de Mana, qui est apparemment un Polynesian Warrior, voilà, un big man, un garçon quand même assez grand, plutôt de la bagarre, et qui apparemment en 2003 a catché pour la Major League. Voilà, Major League Wrestling. Pourquoi pas, c'est pas forcément un profil qui nous intéresse, mais ça reste, voilà, peut-être une idée éventuellement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si on veut aller, je sais pas, mettre en valeur certains de nos catcheurs et le faire jobber pour un d'entre eux. Candice Michel, qui apparemment signe assez fort, parce que Candice Michel a été relâché par la WWE. Candice Michel, c'est pas mal, hein, on a quand même 80 en basique, 78 en psychologie, 91 en safety, en star quality on a 73, 94 en sex appeal, 76 au micro, 81 en charisme. Donc on va dire que Candice Michel, on est quand même sur quelque chose d'assez sympatoche. Alors qu'au niveau du TV rating, on est 4.94. 4.94, c'est plutôt pas mal. Et on fait quand même un très bon 4.94, donc 3 710 000 viewers. C'est un petit peu moins que la semaine dernière. Non, c'est un petit peu plus. En revanche, par contre, on va payer peut-être les pots cassés la semaine prochaine, parce que vous savez que tout se met à jour une semaine sur l'autre. Au niveau de la signature de contrat, je peux éventuellement vous la montrer. Oui, c'est celle avec Jimmy Jacobs, qui a des statistiques plutôt intéressantes. En plus, tout le monde est content parce que Lacey est en couple avec Jimmy Jacobs. Donc comme ça, voilà, tout le monde est plutôt satisfait. Jimmy Jacobs qui rejoint la compagnie, qui peut être une bonne addition. Et on est toujours bien sûr en négociation avec Ted DiBiase Jr. qui ne m'a toujours pas répondu. Iacom Choi Sulan Center dans le Midwest, 9806 pèlerins présents dans les gradins pour le dernier show de la vidéo, puisque oui, c'est le dernier collision de ce mois d'octobre 2010 et on démarre avec un 74 de rating plutôt solide, avec un segment pré-enregistré, Bobby Roode Maris d'un côté, Hiroko Suzuki et Shinsuke Nakamura de l'autre. Hiroko Suzuki qui va parler dans un premier temps pour son protégé, son client Shinsuke Nakamura. Elle nous dit que Shinsuke Nakamura a déjà épinglé
Bobby Roode il y a quelques temps de ça dans un match one-on-one, dans un éliminator match complètement clean, voilà, avec un gros impact. Et cette fois-ci, Shinsuke Nakamura va refaire la même chose, mais cette fois-ci, il sortira de ce match champion intercontinental. Bobby Roode et Maryse vont répondre derrière. Bobby Roode qui va quand même rappeler aux gens qui il est, rappeler son palmarès, son pédigré, ses accomplissements. Le mec a quand même un palmarès XXL, 2 fois champion par équipe, 2 fois champion intercontinental, 2 fois champion TNT. Le mec clairement a le plus gros palmarès certainement de l'histoire de la fédération et il a l'impression que les gens oublient à quel point il est bon et surtout il a quand même aussi l'impression que les gens surestiment beaucoup Shinsuke Nakamura après sa victoire face à lui lorsque Maryse avait botché son intervention. Tous ces beaux mondes se retrouvera bien ce soir dans le main event, surtout Shinsuke Nakamura et Bobby Roode, puisqu'on rappelle pas d'intervention extérieure autorisée. Tout se passe plutôt bien dans ce segment, Hiroko Suzuki est très bien pour aller en dehors du script, Bobby Roode également, les storylines avancent, tout va bien. Swerve Strickland qui a donc son match est face à Jimmy Jacobs qui est donc la signature de contrat. Jimmy Jacobs qui avait des stats plutôt intéressante dans le jeu, je vous ai montré sa signature, il va aller du côté de Collision et il va affronter Swerve Strickland et puis surtout il va le battre. Parce qu'il faut quand même pas déconner, Jimmy Jacobs va défaire Swerve Strickland en 9 minutes 47 avec le Suicide Solution, performance de 76 de Jimmy Jacobs, 27 seulement de Swerve Strickland et sa gimmick de No Gimmick Needed est plutôt bien notée puisque apparemment c'est un rating initial de Great, voilà c'est très bon, magnifique Jimmy Jacobs qui peut être un élément plutôt important notamment du côté de Collision. De retour de coupure publicitaire et c'est parti pour ce six-pack challenge entre guillemets pour le championnat TBS. Je dis entre guillemets parce que il suffit de faire un tombé pour gagner le match. On n'est pas obligé d'éliminer tout le monde. Et vous le voyez, il y a du bon monde. Il y a Michelle McCool, bien évidemment, c'est une championne TBS. Il y a EJ, première championne TBS. Il y a Rain, 2 fois championne TBS. Melina Perez, championne du monde. Il y a Sweet Saraya qui a fait quand même pas mal de choses intéressantes par le passé, notamment du côté de Dynamite, même si elle n'a pas remporté de titre. Et puis il y a aussi Brooke Adams, à qui j'ai décidé de donner un petit peu de momentum, ou en tout cas d'exposition. Elle fait 22, c'est la moins bonne note. 52, c'est Rain. 38, AJD. 63 de Melina Perez, qui est au-dessus de tout le monde. 45 de Michelle McCool. Et Sweet Saraya est à 43 également. Match pauvre dans l'idée. Malgré tout, on va laisser quand même du temps, 11 minutes 31, c'est un match que j'ai mis en régular, je voulais pas non plus griller toutes mes cartouches. Et écoutez, Melina Perez va s'imposer. Melina Perez va remporter le match, faire le tomber sur Brooke Adams après le chiropractor, et donc remporter le championnat TBS pour devenir pour la première fois championne TBS de la fédération. Elle voulait qu'on lui donne le titre, et finalement, elle a réussi à se remobiliser après les différents mots de Stephanie McMahon à son égard pour aller mériter cette ceinture et donc devenir championne TBS. Melina Perez qui coiffe au poteau, notamment une Reign qui avait été très impressionnante durant ce match, voilà, avec une grosse performance de 52. Juste avant le main event, petit match par équipe plutôt sympathique, sans prétention aucune, entre les Tomaselli Brothers, Brandon et Vito, et Crime Time, JTG et Chad Gaspard, qui ont quand même eu un gros impact ces derniers temps. Match plutôt décent en termes de catch, pas beaucoup de hits, parce que c'est vrai que il faut encore le temps de construire Crime Time. Les Tomaselli Brothers, c'est vrai qu'on n'en fait pas grand chose. Brandon est un ancien champion intercontinental, mais il a quand même perdu de son awareness depuis quand même quelques temps. C'est un match plutôt sympathique, 69 de rating, on a des performances plutôt correctes. Vito est à 44, ça progresse. 73 de Brandon, 60 de Chad Gaspard. JTG est à 31, c'est le Wink Link. Et malgré le fait que JTG était le Wink Link, c'est Crime Time qui va s'imposer en 10 minutes 21 lorsque Chad Gaspard va défaire Vito Tomaselli via pinfall et le Big Boot. Voilà, histoire quand même de prendre du momentum et de garder Crime Time fort qui en sont à 3 victoires en 3 matchs, invaincus du côté de la All Elite Wrestling. Important quand même de le souligner. Et enfin le main event que j'ai mis en style the show, Shinsuke Nakamura face à Bobby Roode. Sur le papier, ça a de la gueule et dans les faits, écoutez, ça a plutôt de la gueule aussi. Alors j'ai laissé du temps, 16 minutes 19 et apparemment c'était un peu trop long pour eux. Voilà, les mecs sont fatigués, voilà, ils en peuvent plus, ils sont au bout de leur life. Performance de 66 de Bobby Roode, pas top. 64 de Shinsuke Nakamura, je pouvais m'attendre à mieux, mais ça veut dire au vu des notes qu'on a quand même plutôt bien booké l'affaire pour que ça fasse 79. Fantastique 8, ça c'est très bien, décent catch. On pouvait pas s'attendre à mieux. Un peu plus de 16 minutes de combat qui va voir donc la victoire de Bobby Roode avec la Northern Lariat. Bobby Roode qui va battre clean Shinsuke Nakamura. Et oui, j'ose donner mes victoires à mes champions heel, même clean face à des top babyface parce que je considère que ça les rend forts. Voilà, à un moment donné, on peut pas non plus que gagner avec de la gruge. Et Bobby Roode, il a rappelé
à tout le monde au bon souvenir de ses accomplissements et de son palmarès, voilà, qui est quand même assez XXL du côté de la All Elite Wrestling. Il a fait sa 4ème défense du titre intercontinental. Voilà, et le show se termine sur un Bobby Roode qui célèbre bien sûr sur la rampe du ring. Ça fait 76, on a pas eu de la popularité dans 6 régions, c'est tout simplement ce que je demande. Voilà, qu'on gagne de la popularité, qu'on fasse des shows au-dessus de 75 et qu'on continue à faire gagner en prestige et bien sûr en intérêt notre show. Alors qu'on a le beau profil de Yann Dessay. Voilà, Yann Dessay qui est un catcheur peut-être intéressant, je ne sais pas. Voilà, hein, magnifique, alors qu'on est en train de me bombarder de messages, que se passe-t-il? Bref, débuté en 97. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il est un peu vieux, peut-être le nanar, à un moment donné, soyons sérieux. Donc, alors là, oui, bah là c'est JTG qui s'est relocalisé dans les Grands Lacs. Joey Styles, Joey Styles, Joey Styles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Joey Styles, à un moment donné, je pense que je vais la Rayton lui aussi. Hein. Voilà, 8000 $, viens, pendant 2 ans, tu seras très bien chez nous. Contrat, voilà, pas de trajet couvert, voilà, très bien, ça sera parfait. 8000 $, je suis très content. Voilà, si tu viens, c'est encore mieux. Chris Hero, contrat ending. Alors là, Chris Hero, on va le reprolonger. En revanche, on va pas lui donner un contrat signé, parce qu'il faut pas non plus déconner. Hein, je n'aurais absolument pas l'utilité. Je vais lui proposer 1000 $, je vais lui proposer une downside à 850, et normalement ça devrait le faire. Sur un an, et je pense que ça devrait plutôt matcher. Il devrait normalement. Ah non, 1010. Fait chier pour 10 punch le mec. Bon, et si tu tires à boire ta bière, ça te fera pas de mal. Bref, au niveau donc du TV rating, on a 4.71, tout va bien, c'est magnifique, je suis plutôt content. Allons voir au niveau du show history. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh ben on a fait 3 538 000 viewers. C'est un peu moins que la semaine dernière, malgré un show un peu plus qualitatif. Mais on sera, je pense, en théorie bénéfice, bien évidemment, dès l'épisode suivant. Bien évidemment, dès le début de l'épisode suivant. Mais rassurez-vous, on se quitte pas tout de suite parce qu'il y a encore le bilan financier, le prestige des titres, la size, hein, les storylines, tout ça, vous connaissez les bails. Allez, début du mois de novembre, et comme chaque début de mois, vous savez ce qui nous attend, le bilan financier, le prestige des storylines, la hit bien évidemment qui va avec, le prestige des titres, et puis aussi on fera un tour sur la size, savoir si elle a un peu évolué positivement, sachant que sur quelques shows on a perdu un peu de popularité, notamment à cause de collisions. Bon, au niveau des finances, on n'est pas trop mal, 327 000 $ donc de profit, c'est beaucoup mieux qu'au mois de septembre, et on fait même beaucoup plus de profit qu'au mois d'août où, on le rappelle, il y avait pas 8 mais 9 shows, avec notamment un pay-per-view, donc c'est vous dire à quel point on est quand même plutôt pas mal, sachant que j'ai donné de l'argent à ceux qui faisaient la gueule, enfin en tout cas à quelques-uns des garçons qui faisaient la gueule, qui étaient vraiment avec des grosses moral issues. Vous voyez, on fait le record au niveau des tickets de sales. 1 288 000 $. Voilà, ça va super bien. Le télé-revenu, bah, c'est forcément égal à celui du mois dernier. Le sponsor, un petit peu plus que le mois dernier. Au niveau du merchandising, c'est Kif Kif Bourreco, 107 000 $, ça joue à quelques centaines de dollars, donc ça va très bien. Le MISC, on a eu un petit peu plus. Le coût de worker, bah forcément, bah là ça s'est un petit peu allégé. Hein. C'est vrai qu'on a été quand même bien dépensier du côté du mois de septembre, avec 1 million quand même 90 000 $, de coût de worker, on n'avait jamais fait ça, quand même extraordinaire. Je me souviens encore de ma tête quand j'ai vu le chiffre, c'était assez hallucinant. Le coût des shows a un petit peu augmenté parce que les salles sont assez grandes. Le coût de marketing n'est pas exactement pareil que sur les quelques derniers mois écoulés, hein, vous voyez, hein, 175 000 jusqu'au mois de décembre 2009, c'était encore le cas. Le coût de marchandises un petit peu moins parce qu'on a un tout petit peu moins vendu, ça joue qu'à une centaine de dollars, vous le savez. Au niveau de la production, c'est pareil. Au niveau du MISC, on s'est fait assassiner. C'est normal en même temps parce que c'est vrai que voilà, j'ai donné pas mal d'argent et puis bah, au niveau des taxes, on en a pris aussi un petit peu plus que le mois dernier parce que bah, on a fait un peu plus de profit. Bon, tu me diras jusque-là, rien de bien anormal. Au niveau de la size, bon, c'est très bien, hein, on voit qu'on est dans le vert. Dans certaines régions, on voit qu'on est quand même plutôt bien placé dans le mid-south, également dans Southwest, dans la Tri-State, au niveau de la track progression, bon, au niveau de la popularité. On s'aperçoit qu'on est égal à ce qu'on avait les quelques mois derniers dans les Grands Lacs. On a gagné de la popularité dans le Mid-Atlantique, on l'a stabilisé dans le Mid-South. C'est également le cas dans le Midwest, dans le New England, dans le Northwest, on a gagné de la popularité dans le Southeast. On a gagné de la popularité également dans le Southwest, on a stabilisé dans la Tri-State et du côté de Puerto Rico, et on a gagné 2 points à Hawaï. Hawaï, ça serait intéressant de faire un show, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais ça peut être vraiment cool, même si je pense qu'on va pas ramener beaucoup de personnes. C'est un petit show bien confiné, tu vois, devant 200 pèlerins, je suis pas sûr qu'on fasse un show extraordinaire. Bon, au niveau des storylines, il y en a quand même pas mal, hein, elles sont au nombre de 6. 82 entre Castagnoli et Okada, on pourrait même rajouter chez Tom Benjamin. Collision Time, bon, tout ce qui se passe autour du titre mondial,
titre intercontinental, pardon, détenu par Bobby Roode, qui est en rivalité avec Shinsuke Nakamura, Samoa Joe, qui est dans les parages, 79. Generation Collision, bien évidemment, avec ces championnats par équipe, hein, qui sont autour de cette storyline, ça fait 80, c'est parfait. Iso le Barot Héritage, on a un peu baissé, on est à 78, mais ça reste correct. 66 pour Queen of AEW, c'est la storyline pour l'instant qui est peut-être la moins établie, la moins ronflante du côté de Dynamite, et c'est même la moins bonne storyline, puisque Women's Collision, c'est à 67. C'est de dire à quel point il y a quand même des choses assez intéressantes. D'ailleurs, on pourrait même rajouter Reign, hein, dans l'équation, parce que Reign, elle fait quand même partie de l'équation. Oui, à un moment donné, soyons quand même sérieux. Au niveau du titre intercontinental, 85. Voilà, Bobby Roode toujours très bien avec 4 défenses de titre. 70 de prestige pour le titre Women's World détenu par Jetta. 11 défenses de titre à son actif. Quand même pas mal. Randy Orton 90. Randy Orton, dans le prestige, Randy Orton. Hein, voilà. Le titre par équipe, c'est 85. Le championnat TBS, c'est 50. En même temps, c'est vrai qu'on part de très loin. Et le titre TNT, c'est 80. Bon, ça reste plutôt intéressant malgré tout. Voilà donc pour cet épisode du mois d'octobre 2010. J'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, on se retrouve très très vite, beaucoup plus vite. Je l'espère que sur ces dernières semaines où malheureusement j'ai pas eu vraiment beaucoup de temps, ni la motivation serait de vous faire des vidéos. Donc voilà, on va essayer d'être un petit peu plus régulier. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo de TEW ou de sport. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.